Du coup, pour ce cours, on va voir quelques exos du CE. Ok, l'exo 1, 2 et 3 de l'exo 1. Et on va voir le petit 1 de l'exo 2. Le petit 2 de l'exo 2, j'ai pas eu le temps de le traiter, mais je vous l'enverrai dès que j'aurai réussi à le comprendre. C'est juste qu'il est très long. Et ensuite, on fera un autre exo que j'ai fait en permanence, qui est juste ici, qui va être en fait de trouver une solution et également de trouver f, une fonction en fonction de deux variables x et y. Donc premier exo, on nous demande quoi? On nous a demandé de voir si les fonctions étaient continues en 0, 0. On a f de x égale à 7x sur x carré plus y carré. Donc déjà ce qu'on va faire, on va se dire ok, on va voir f de x, x. En fait, le but principal de... on va tester pour voir si elle est continue. On va essayer, on va bidouiller un peu x et y pour savoir s'il y a des valeurs où en fait ça marche pas. Ça veut dire quoi continue en 0, 0? Ça veut dire que si, on va dire, je prends n'importe quelle valeur, donc par exemple, y prend la valeur de x, et que par exemple, je prends au pif x 0, mais je peux aussi très bien prendre f de 0 y, si elle est continue, ça veut dire que tout ça, c'est égal à la même chose. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on prouve que, par exemple, f de xx est différent de f de x0 qui peut être également égal à f de 0y, on a montré qu'elle n'est pas continue parce que la limite va être différente. Genre par exemple ici je pourrais trouver un 7, par ici je pourrais trouver un 0, 0. Donc ça veut dire que là, on a au sein un même point, on a deux choses différentes. Alors, pour information, je suis pas obligé d'avoir un 0 et 0 ici. En fait, du moment que j'ai un entier, donc je peux avoir 2, 2, du moment que j'ai un entier, ça peut être bon. C'est par exemple, supposons, j'obtiens l'infini des substitutions, j'obtiens l'infini ici ou même ici. Là, ça veut dire que y a pas de limite parce que du coup, je suis en l'infini, donc je peux pas, donc ma limite n'est pas un entier. C'est anti-relatif ou anti-naturel? C'est grand R. C'est un nombre réel fini, quoi. Oui, oui, Ah, c'est nombre ça. réel, OK, OK. OK, nombre Ouais, réel. ouais, ouais. Ah, Donc, ton exemple d'infini là, c'est continu ou pas? non, ça peut pas être continu. Parce que ça veut dire que tu vas avoir une limite comme ça, et à un moment tu vas avoir un truc comme ça. Donc, bah, tu peux pas dire que en ce point, précisément, il y a quelque chose. Parce que t'as pas la limite. Tu vois? Ok, donc premier exemple, j'ai quoi? J'ai f de xy, c'est égal à 7xy sur x carré plus y carré. Ok, alors déjà, ok, il y a différentes techniques on va dire qu'on a vues en cours. Mais la première chose à faire, dès le début, c'est il faut qu'on fasse comme ce dont je vous ai parlé juste au-dessus. Il faut qu'on teste x et y à différentes valeurs pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est étrange. Pour commencer, par exemple, on va calculer f de xx. F de xx, c'est quoi? Ça va être égal à 7x fois x. Ok, là je remplace simplement y par x et ça va faire x carré plus x carré. Ok, ok, donc ça peut être égal à quoi? Ok, donc ça va être égal à 7 fois x carré sur du coup 2x carré. Mais ça, donc ça veut dire que pour mon premier résultat de f de xx, ça c'est égal à 7 demi. Donc maintenant, on va tâter un autre terrain. Par exemple, allez, au pif, f de 0, 0. Ça va faire quoi? Ça va faire 7 fois 0 fois 0 sur 0 plus 0. Ah, merde, je peux pas, c'est normal. Faites gaffe de pas tomber dans le panneau. C'est pas parce que vous avez f de 0, 0 que vous avez le droit. Là, comme on a une fraction, on peut pas mettre 0, 0. On va devoir, du coup, on va s'amuser et on va calculer f de x 0. Jusque là, on peut donner des corps, ça fait... Enfin, on va remplacer. Donc, c'est-à-dire que on va avoir 7 fois x fois 0 sur x carré plus 0. Jusque là, d'accord avec moi, ça fait 0. On a d'un côté un 7 demi et de l'autre, on a un 0. Mais du coup, on est d'accord, ça c'est complètement différent. Alors, du coup, on approuve que f n'est pas continu en 0, 0. Juste, pourquoi on peut dire que Ouais, c'est pas continu en 0, 0 et pas en autre chose? parce qu'on nous le demande en 0, 0. Ouais. On va prendre la deuxième. Donc on nous demande, pareil, même question, mais cette fois, on va avoir g de x qui va être égal à exponentielle de 2xy moins 1 divisé par x carré plus y carré. Ok, donc là, on peut se dire, allez, on a un exponentiel. Si on a un exponentiel, en général, vous savez que du coup que l'exponentiel va toujours positif et que principalement, on connaît principalement une valeur de l'exponentielle qui est exponentielle de 0 égale à 1. Là, on peut directement se dire, ok, donc si x égale à 0 ou si y égale à 0, je vais avoir un 0. Déjà, on peut directement remarquer ça. On peut se dire, ok, là, il y a un truc qui... ça sent pas bon. On va calculer g de 0, y. Parfait. Donc ça fait exponentielle de 0 moins 1 divisé par 0 plus y carré. Ensuite, je vais calculer la limite quand x, y tend vers 0, 0, de, du coup, exponentielle de 0, moins 1, divisé par y carré. Bon,
il n'y a pas besoin de limite, vu que ici, on peut annoncer que ça, c'est égal à 0. Vu qu'on a exponentielle de 0 qui est égal à 1, a moins 1, ça fait donc 0. Donc, c'est égal à 0. Ouais. Dans le corrigé, Alors. ils prennent juste f de x, x. Ils trouvent que c'est égal à 1 qui est différent de 0. Et ils disent direct que f n'est pas continu en 0 du coup. Je pense parce que c'est marqué dans les énoncés que 0 pour 0, 0. Ok, donc oui, comme Mathéo l'a très bien dit, il faut peut-être juste comparer à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est continu. Si c'est différent de 0, ça veut dire qu'il y a un problème et que c'est pas continu. On a quoi? On a h de xy carré égale à 2xy carré sur x carré plus y carré si x, y différent de 0, 0. Déjà, on va tenter, comme vous l'avez très bien dit, on va par exemple faire h de 0y. Ça va être égal donc à 2 fois 0 fois y carré sur x carré plus y puissance 4. Ça, d'accord avec moi, ça fait 0. Donc, on peut dire, ok, peut-être que ça continue. Ah, erreur magistrale. Si je fais h de xx, je vais trouver quoi? Je vais trouver 4x carré divisé par 2x carré. Attends, il y a un problème là. Ça c'est égal à 2. Bah ok, donc ça c'est différent de 0. Je veux dire donc que h n'est pas continu. J'ai une question. Là, c'est facile parce que dès qu'on trouve un contre-exemple, on dit que c'est pas continu. Mais Ouais. imagine, on trouve que des bons trucs. Ça veut pas forcément dire que c'est continu. Comment on prouve que c'est continu? Alors, pour ça, il y a différentes, on va dire, techniques qui existent. Par exemple, on va prendre un exo. Ok, on va prendre ça. Voilà, on va prendre le petit a. Donc on a f de x, y. Ça c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à x puissance 5 fois y au cube divisé par x puissance 6 fois x puissance 4. Ouais, C'est pas plus, je crois, en bas. C'est un plus. merci beaucoup. Ça m'empêche de faire des erreurs. Et Ok. c'est Y4, je crois. Y4, ok, parfait. Donc là, notre but c'est de trouver que f de xy est compris entre 0 et 0. Parce que, donc si c'est compris entre 0 et 0, ça veut forcément dire que... Bah, c'est égal à 0. Non, que la limite est égale à 0. Là j'ai xy, j'ai n'importe quelle valeur. En fait, on fait ce qu'on a vu dans les suites, le théorème des gendarmes. Si j'ai deux fonctions qui tendent vers le même élément, bah du coup la fonction va tendre vers le même élément. C'est le même principe. On va faire, en tout cas moi c'est la technique que j'utilise, on va déjà partir et dire que on va avoir f de xy, sa valeur absolue, ça va être forcément supérieur ou égal à 0. Déjà, en faisant ça, on arrive à clouer une partie du bas. Donc ça veut dire que elle tend pas vers l'infini, elle n'est pas comprise entre moins 1 et des brouettes, je sais pas quoi. Elle est comprise, elle est forcément positive parce que j'ai mis la valeur absolue. Maintenant, il va falloir qu'on cherche, et c'est en général ça le but de l'exo, il va falloir qu'on cherche à quelle valeur ça, c'est supérieur. On sait que ça, c'est inférieur ou égal à la racine de x carré plus y carré. Ça, c'est quelque chose genre, je l'ai aussi appris cette année, je vous cache pas, mais c'est quelque chose genre qui est méga utile. Ça vient du fait, si vous voulez savoir, ça vient du fait que x carré, bah ça, c'est forcément inférieur ou égal à x carré plus y carré. Vu que les deux sont positives, bah évidemment, forcément, si on ajoute quelque chose à un nombre, forcément il va être inférieur à l'autre, à nombre initial. Donc du coup après on passe le carré et on met la racine. Ça vient de là le truc. Évidemment comme du coup c'est un carré, on peut pas mettre que c'est juste x parce que x peut être moins 2 ça fait 4 et 2 ça fait 4. Donc il faut que je mette la valeur absolue pour bien préciser que c'est 2. Donc ça marche pareil avec y. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la racine de x carré plus y carré. Ça se base sur le même principe qu'en haut. Donc ça, c'est bon, on a ces deux-là. Ça va nous être utile parce que on a f de x, y, la valeur absolue. Attends, ouais, je suis passé par une autre étape pour que vous compreniez plus facilement. Ça va être égal à x puissance 5 fois y puissance 3. Divisé par x puissance 6 plus y puissance 4. Là, je fais quelque chose, ok, je mets pas la valeur absolue en bas. Pourquoi? Parce que en bas c'est déjà positif. J'ai deux puissances paires, 6 et 4, donc forcément à 100%, ça va être positif. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue du coup de x puissance 5 fois la valeur absolue de y puissance 3. Valeur absolue, pas parenthèse. Divisé donc par x puissance 6 plus y puissance 4. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça, je peux dire que ça va être inférieur ou égal, on l'avait dit quoi? Racine de x carré plus y carré, le tout puissance 5. Alors là, vous vous dites, oh putain, attends, on a une racine, on a une puissance 5. Oh l'enfer. Vous allez voir, ça va simplifier hyper rapidement. Faut juste aller au bout des choses. Et ça, c'est un peu chiant. Donc ça fait x carré plus y carré puissance 3, comme on l'a vu juste avant, divisé par x puissance 6 plus y puissance 4. Donc ça, on n'y touche pas vu que c'est positif. D'accord. Donc maintenant, vous êtes d'accord avec moi que c'est égal à y carré plus x carré, ok, le tout puissance 5 demi. Donc ça va faire du coup 3 demi. Le tout évidemment divisé par x puissance 6 plus y
puissance 4. Donc on a un x puissance 6 d'un côté et un x puissance 4 de l'autre. Ce qu'on va faire ici, on va essayer d'avoir une puissance de 1. Comme ça, on va pouvoir simplifier par le dénominateur, je crois. Ouais, ça va être égal à x carré plus y carré, le tout. Du coup, je vais avoir 5 demi plus 3 demi, ça va me faire 8 demi. Donc ça va faire 4 divisé par x puissance 6 plus y puissance 4. Là, maintenant, je vais être confronté à deux choses. Et en général, c'est là où je bloque. Parce que c'est vrai que c'est pas... En fait, il faut y penser. Donc là, maintenant, on a d'un côté x puissance 6 plus y puissance 4. Et de l'autre côté, x carré plus y carré, le tout puissance 4. Accrochez-vous. En fait, là, je vais avoir deux solutions possibles. Le premier, qui va être que la valeur absolue de x, ça va être inférieur ou égal à la valeur absolue de y. Parce que j'ai deux cas où x est inférieur au y, ou y est inférieur ou égal à x. Ça veut dire également que j'ai un deuxième cas qui va être la valeur absolue de x va être supérieure ou égale à la valeur absolue de y. Donc ce que je vais faire, du coup on va négliger x carré et x puissance 6 puisque j'ai dit que la valeur absolue de y est supérieure à la valeur absolue de x. Donc je vais avoir, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir x puissance 8 parce que j'ai y au carré, le tout à la puissance 4, donc ça fait y puissance 2 fois 4, donc ça fait y puissance 8 sur y puissance 4. Je peux mettre les valeurs absolues. Et donc ça va être égal à y puissance 4. Ok, comme y puissance 4 va être forcément positif, je peux dire que c'est égal à y puissance 4. Ok, donc ça va être une de mes solutions. Mais on a aussi un deuxième cas, qui va être que la valeur absolue de x va être supérieure ou égale à la valeur absolue de y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir x, pareil, puissance 8 sur x puissance 6, valeur absolue à plat. Ça va être égal à la même chose, enfin quasi, c'est égal à x carré, valeur absolue. Donc comme c'est positif, c'est égal à x carré. Ok, mais non, attends, qu'est-ce que je fais là? Attends, tu m'as mis un y carré, x carré. Bah je vais aller où comme ça? Je vais calculer les limites de y et x. Pourquoi? Parce que si f de y est continu en 0, 0, vu qu'on demande d'étudier là-dessus, excusez-moi, il n'y a pas de si finalement, c'est plutôt en fait f de x est continu en 0, 0, car donc si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de y, ou que la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, dans tous les cas, la limite des deux va être égale à 0. En 0, bien sûr. Ok. On va faire du coup le dernier exo, ok, mais cette fois, on va simplement faire le premier, parce que comme j'expliquais au début, j'ai pas eu le temps de faire le deuxième. Mais, donc on nous demande quoi? Les fonctions suivantes sont-elles de classe C1 en 0, 0? Au-dessus, je vous ai mis une définition. Être de classe C1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, elle est continue, dérivable, et les dérivés sont également continus. En gros, on va partir avec les différentes fonctions, et on va essayer de trouver la bonne valeur, on va dire, qui va permettre de prouver ou non que f et de classe C1. Au début, je pensais pas suivre la méthode, en fait, finalement, je suis la méthode du corrigé, qui est, on va d'abord dire que f de x, f de y, c'est continu sur r carré, évidemment, privé de 0, 0. Ceci est une accolade, pour prévenir. Donc ça, c'est continu sur r carré, privé de 0, 0. Je vais essayer de calculer les dérivés d'une fonction à deux variables. Et là, on va s'amuser. Parce que là, du coup, là, on passe à un niveau un peu plus supérieur. Mais pour autant, ça change presque pas. Ok, donc on va faire df sur dx. Ça veut dire quoi? df sur dx, ça veut dire que on va calculer la dérivée de 3x carré y carré sur x carré plus y carré en fonction de la variable x. En gros, là, le df, c'est on va dériver la fonction f en fonction d'une variable. Et donc là, la variable en question, ça va être x. Ensuite, on fera en fonction de la variable y, parce que c'est une fonction à deux variables. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en premier? On va calculer la dérivée de f en fonction de la variable x. Donc ça va être égal à, on va faire uv. Donc là, j'ai mon u. Là, j'ai mon v. Une formule qui est utile, bon même qui est plus qu'utile, qui est juste qui va vous sauver la vie. C'est uv' est égal à u'v moins uv'. Normalement, vous l'avez entendu parler plusieurs fois. Sur v au carré. C'est U sur V du coup, non? C'est U sur Ah V. oui, hop là. Ok, excusez-moi de la faute que je viens de faire. Donc on a e sur v prime et on a uv prime qui est égal à u prime v plus uv prime. On garde ça en coin de la tête. Là, on va utiliser u sur v parce que bah on a principalement, on a surtout une fraction. Donc on commence. Ça va faire quoi ça? Du coup, 3 fois 2, 6.
la dérivée de 3x carré fois y carré, il faut se dire que là, y carré, c'est une constante. Ok. Donc, ça va être égal à 3 fois le 2 du x carré fois x fois y carré. Donc ça, on va le multiplier par donc le dénominateur. Donc x carré plus y carré. Donc ça, on a fait u'v. Maintenant, on va faire uv'. Donc moins. Donc u, ça va changer. Donc on va avoir 3x carré y carré fois, quelqu'un pourrait-il me donner la dérivée? 2x. Exactement. Le tout, bien entendu, divisé par x carré plus y carré, le tout au carré. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 6x fois y carré multiplié par x carré plus y carré moins 6x cube y carré. Évidemment, le tout divisé par x carré plus y carré, le tout au carré. Et donc, là, on va remarquer quelque chose, c'est que ça, là, c'est égal à quoi? Ça va être égal à 6x au cube y carré plus 6x y puissance 4 moins 6x au cube y carré. Et le tout divisé par x carré plus y carré, le tout au carré. Ok. On peut simplifier là. On peut faire 6x cube y carré moins 6x cube y carré. Mais c'est incroyable. Quelle coïncidence. On peut donc dire que ça, c'est égal à 6x y puissance 4 divisé par x carré plus y carré, le tout au carré. Maintenant, on va devoir apprendre une nouvelle formule. Encore. Ouais, très chiant. C'est possible que vous l'ayez déjà vu. Pour ma part, j'avais vu une fois et après je l'ai un peu oublié vu que je l'utilise pas. Il s'agit des coordonnées polaires. C'est quoi les coordonnées polaires? C'est x égale à r cos θ et y égale à r sin θ. C'est par rapport au cercle trigonométrique. Donc ça fait, si je compte bien, une troisième chose à apprendre, ou quatrième, ou cinquième. Bon, on va dire cinquième. Ça fait une cinquième chose à apprendre par cœur. Bon, ça, en fait, on est censé le savoir. Jamais on nous le donnera dans un examen. On a 6xy puissance 4 divisé par x carré plus y carré, le tout au carré. On a x d'un côté qui est égal à r cos θ et y d'un autre côté qui est égal à r sin θ. Ok, bah maintenant on va juste remplacer. Ça va nous faire 6 fois r cos θ fois r sin θ puissance 4 divisé par r carré cos θ carré plus r carré sin θ, évidemment au carré. Ok, donc ça, bon voilà, jusque là, j'ai des cos, des sin, j'ai une valeur que je connais pas qui s'appelle r, bordel, chou. Attendez, il y a un truc incroyable qu'on utilise à mon avis quasi jamais, c'est égal à 6 r cos θ r sin, donc r carré pardon, r puissance 4, sin puissance 4 de θ, et en bas on va avoir r carré, facteur de cos carré θ plus sin carré θ. On pourrait se dire, bon, jusque là, ok. Et là, on peut avoir quoi? On a cos carré θ plus sin carré θ. Ça fait 1. D'accord avec quoi? Normalement, genre, on a vu avec le cercle trigonométrique que cos carré plus sin carré, c'est égal à 1. Mais c'est parfait, ça. Pourquoi? Parce que du coup, le dénominateur, bah, on va plus en avoir. Ça va littéralement nous simplifier la vie. Donc, ça va être égal à 6. Oula. Le dénominateur, c'est pas le tout au carré après? Comme on a x carré plus y carré, le tout au carré. Hop là, c'est exactement. Excellente remarque. Merci beaucoup. Tu m'évites de voir une énorme erreur. Ok, donc oui, effectivement, au carré. Et effectivement, ça va être au carré. Mais ça va quand même, ça va quand même simplifier la vie. Ça va faire 6 fois r fois cos θ fois sin θ puissance 4. Mais alors, attends, pourquoi le r puissance 4 a disparu? Je l'ai simplifié avec le dénominateur. Ok, on a cos carré plus sin carré. Ça, hop là, ça fait 1. Ok. Et du coup, bah, le carré qui est là, il va aller ici. Donc du coup, je vais avoir un r puissance 4. Et donc, je vais pouvoir enlever, plutôt simplifier, le r puissance 4 qui se trouve également au-dessus. Et donc, bon là, on a quelque chose qui est beaucoup plus réduit. Attendez, on a 6 fois r fois cos θ fois sinus θ puissance 4. Donc ça, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va calculer la limite 6 r cos θ fois sinus de θ puissance 4. De, quelles sont les variables qu'on a? R et θ, donc on va mettre de rθ quand les deux vont tendre vers 0, 0. Ça, on peut dire que c'est égal à 0, à la bulle. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que df, parce que je rappelle que à la base, on calcule simplement la dérivée de x en fonction de x. Donc on a df sur dx qui va être continu en 0, 0. Là, ça se voit, on a en 0, bah, il y a aucune valeur interdite. Donc ça va être continu en 0, 0. Ok, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a réussi à trouver que c'est continu pour df dx. La mauvaise, c'est qu'on va faire la même chose pour df dy. Alors,
on va pas le faire parce que c'est vraiment les mêmes étapes, ok? Vous suivez les mêmes étapes, vous arriverez à la même chose et on arrivera à dire que df sur dy, ça c'est continu en 0,0. On a prouvé que f est continu, dérivable et que les dérivés sont également continus. Donc, c'est-à-dire que f est de classe C1. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Lesquelles? Comment tu sais quand il faut utiliser les coordonnées polaires? En général, quand t'as pas de valeur, on va voir l'exo juste après que je vous ai préparé. Normalement, on est censé donner quelques valeurs, en mode genre u égale à dx, dv. Quand on n'a pas de valeur, en général, on va utiliser les coordonnées polaires. Parce que là, par exemple, là, avec 6xy puissance 4 sur x carré plus y carré le tout au carré, tu vois, c'est un peu chaud. Mais en tout cas, moi, je verrais pas... Genre, je vois pas ce que je pourrais faire. Donc du coup, on va dire, c'est quelque chose que je peux utiliser partout, les coordonnées polaires que je peux donc utiliser partout, et donc je vais pouvoir l'utiliser. Ça répond à ta question? Ouais. Est-ce que ici, on pourrait utiliser f de xx? Ça marche ou pas? Tu pourrais, en fait, ça va pas servir à grand chose, parce qu'en fait, là, faut que tu calcules la limite de la dérivée. Parce que moi, quand j'ai essayé, j'ai trouvé, par exemple, en haut, tu trouves 6 à la puissance 5 avec x et on remplace par x. En bas, tu as trouvé 4x à la puissance 4. Du coup, après, quand tu vas simplifier, il reste un x en haut et en bas, il va rester un entier. Du coup, tu peux dire directement que c'est 0. Ouais, c'est possible, c'est possible. Du coup, à la fin, t'as trouvé quoi? T'as trouvé que c'était continu? Que c'était très bien? Ouais, j'ai trouvé 0, donc c'est continu. Ok. Bah, du coup, c'est-à-dire que t'as une tonne de marche. Ok, bah, du coup, moi, je dirais que oui. Si tu trouves le reste, je dirais que oui, ça peut marcher. Mais je D'accord, préfère passer merci. par les coordonnées polaires parce que t'as juste à faire un remplacement et t'as pas à t'embêter avec f de xx, etc. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plus simple. C'est pas évident parce que faut se dire, ah oui, les coordonnées polaires, c'est quoi déjà ces trucs? Mais quand on arrive à les utiliser, c'est assez utile. Ok, donc maintenant, je vais donc vous présenter un exo que j'ai fait en perm qui est le suivant. On nous donne df sur dx moins 3 df sur dy est égal à 0. Donc il faut qu'on trouve la fonction f de notre truc c'est égal à 0. Et donc là, contrairement aux coordonnées polaires, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'on allait le voir, parce que là on nous donne des valeurs. On nous dit que u est égal à ax plus by et que V est égal à CX plus DY. Donc là, les coordonnées polaires, j'ai pas besoin de les utiliser. J'ai déjà des valeurs qui vont me permettre d'utiliser les X et Y. La consigne, c'est il faut que je calcule A, B, C et D de façon à ce que dg sur dv est égal à 0. On me donne g de uv est égal à f de xy. On me donne deux contraintes. Plutôt 3. On me donne les valeurs de u et v, donc là je peux pas les changer bien sûr. On me donne aussi une contrainte comme quoi dg et dv doivent être égal à 0. Et donc grâce à ça, il faut que je calcule a, b, c et d. Et on me dit également que g de uv c'est égal à f de xy. Pour ça, on va pouvoir faire quoi? Déjà, on va pouvoir dire que f de x, y, ça va être égal à g de u, attention, de xy, je vous explique ça juste après, et de vxy. Oula, mais attends, pourquoi d'un coup là j'ai mis g, enfin, c'est quoi toutes ces lettres? Ok, on a dit au-dessus que on a g, uv, et qui est égal à f de xy. Donc, comme je sais que uv sont des fonctions en fonction... bon, c'est un peu chiant, mais... sont des fonctions en fonction des valeurs x et y, j'ai le droit de dire que f de xy est égal à g de u, qui elle-même est en fonction de xy, et de v, qui elle-même est en fonction de xy. Mais à quoi ça va m'avancer là? On va devoir calculer df sur dx. Pourquoi? Parce que au-dessus j'ai df, dx et df, dy. Donc ça veut dire que je vais devoir calculer à la fois dans un premier temps df, dx et dans un deuxième temps df, dy. Ça, ok, ça va être égal à d de ce que j'ai mis au-dessus, donc g, u, xy et v, xy, par rapport à la variable x. Vous allez comprendre bientôt où je veux en venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir dg sur du fois du sur dx plus dg sur dv fois dv sur dx. Donc là j'ai fait dg et du fois du sur dx plus dg sur dv fois dv sur dx. Parce que, comme je l'ai dit, on a df égal à dx qui est égal à dg de uxy et vxy. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que j'utilise g, puisque je rappelle que la consigne c'est calculer a, b, c, d de façon à ce que dg, dv soit nul. C'est aussi pour ça qu'on nous dit que g uv est égal à f de xy et qu'on fait tout ce chemin. Donc, gu, gv. Je vais pouvoir dire que dg sur du fois du sur dx, c'est égal à dg sur du fois a. Pourquoi a? On me demande la dérivée de u par rapport à la variable x dans cette fonction qui est ici. Donc on me demande la dérivée de u par rapport à x. Bah là, j'ai pas trop le choix. La seule constante qui est multiple de x, c'est a. Donc, parfait. Je vais utiliser a. Donc, c'est égal à dg sur du fois a. Plus, comme juste au-dessus,
j'ai DG dV, donc plus DG dV fois dV dx. Et dV dx, c'est égal à c, car la fonction v, c'est égal à cx plus dy. Si je veux calculer la dérivée en fonction de x, la variable qui est un multiple de x, c'est c. Donc, je dis que la dérivée de v en fonction de x, c'est c. Et bien maintenant, je vais m'amuser, entre guillemets bien entendu, à calculer dg dy. C'est égal à dg sur du fois du sur dy, plus dg sur dv fois dv sur dy. Pour les mêmes raisons que ce qu'on a fait avec x. Ok. J'ai donc dg sur du fois du sur dy. C'est égal à quoi? Eh bien, u, c'est égal à x plus by. Ce qui veut dire que la dérivée de u par rapport à la variable y, c'est b. Ok. Et donc, plus dg sur des v cette fois, puisque j'ai u et v, il faut que j'utilise également v, vu que c'est une fonction à deux variables, fois d, puisque dans ma fonction, j'ai v égale cx plus dy, et donc la seule variable qui est multiple de y, c'est d. Ok, et d également une constante. Ok, donc fois 2. Je viens de calculer dg en fonction de dx, je viens de calculer dg en fonction de y, et donc maintenant, comme je sais que g de uv est égal à f de xy, et que j'ai également dit que df sur dx est égal à dg sur dx, et bah maintenant, je vais pouvoir remplacer ce que j'ai dans ma fonction par ce que je viens de calculer. C'est-à-dire que df sur dx, je vais le remplacer par dg sur du fois a plus dg sur dv fois c, et le moins 3 df sur dy, je vais pouvoir le remplacer par moins 3 dg sur du fois b plus dg sur dv fois d. Ça veut dire, on va avoir dg sur du fois a plus dg sur dv fois c moins 3 fois dg sur dv fois b plus dg sur dv fois d. Ok, nickel. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des mélanges de D, G, U, V. D'ailleurs, ce n'est pas un V, c'est un U ici. On va faire une factorisation. Aussi simple que ça. Ah oui, également, pardon, j'ai oublié. Ça, évidemment, c'est égal à 0. On reprend la fonction entière. Prochaine étape. Ça va être équivalent à dg sur du facteur de a moins 3b, puisque j'ai dg sur du ici, j'ai dg sur du ici, donc bah du coup, comme j'ai le moins 3 qui est là, je fais donc a moins 3b. Parfait, soit. Et ensuite, je vais factoriser en fonction de dg sur dv. Et donc ça, je le fais en fonction de c moins 3d. Ok, donc j'ai c qui est facteur de dg et dv. Et j'ai d qui est un facteur de dg et dv également. Et j'ai également le moins 3, à pas oublier bien sûr. Or, pour que dg sur dx soit égal à 0, puisque je vous rappelle que c'est ce qu'on cherche, ou à la fin c'est ce qu'on cherche. On nous demande calculer A, B, C et D de façon à ce que dg sur dv égale à 0. J'ai mis du ou dv, j'ai mis dx, c'est encore pire que ce que je pensais. Évidemment c'est pas dx, c'est dv, sinon tout ce qu'on a fait ça ne sert strictement à rien. Ok, maintenant, quelqu'un pourrait-il me dire qu'est-ce qui permet à ce que dg et dv soient nuls? Il faut que G soit une constante. Ok, mais pas que ça. Que ça c'est égal à 0. Que V aussi soit une constante. Pas vraiment. Il faut pas Quand- que soit A moins 3B soit égal à 0 et C moins 3D soit égal à 0. Presque. Pourquoi presque? Parce que, comme tu as très bien dit, A-3B doit être égal à 0, mais C-3D ne doit pas être égal à 0. Si c'est égal à 0, j'ai dg-dv qui, il n'existe plus. Moi, il faut que je trouve dg-dv. Donc si je mets C-3D égal à 0, je vais avoir juste dg-du et facteur de A-3B. Donc ça, on va dire que c'est différent de 0. Comme ça, ça me permet d'éviter à ce que dg sur dv, il n'existe plus. Enfin, il soit nul, donc ce soit pas nul. Sauf que moi, je dois trouver la fonction. Il faut que je trouve la fonction à quoi c'est égal. Enfin, il faut que je trouve les valeurs de A, B, C et D. Il faut pas que la valeur parte. Il faut pas que dg sur dv n'existe plus. Donc ça va permettre de faire un petit système qui va être A va donc être égal à, on va prendre 3, B égale à 1. Pourquoi? Parce que j'ai A moins 3B égale à 0. Donc A égale à 3 et forcément B égale à 1. Ensuite, je vais devoir trouver du coup les valeurs de C et de D. C, comme C moins 3D de différentes de 0, je peux prendre n'importe quelle valeur, sauf quelques valeurs. Mais là, je prends vraiment une valeur au pif. Je peux prendre 1, je peux prendre 5, je peux prendre 4, du moment que C moins 3D ne soit pas égal à 0. Voilà, par exemple, je peux prendre C égale 5. Voilà. Et D égale 1. Parce que 5 moins 3, ça ne fait pas 0, c'est égal à 2. Donc maintenant, on a trouvé nos valeurs de A, B, C et D. On y est presque. Courage. Ça veut dire que on a dg sur dv. Évidemment, G en fonction de UV est égal à 0. Mais, pour que dg de UV sur dv
soit égal à 0, il faut forcément, c'est là où ça va être un peu compliqué, il faut que G de UV soit égal à phi de U. Ok, là j'en ai perdu la moitié. Qu'est-ce que je viens de faire? Je veux, moi, que DG dV soit égal à 0. Donc ça veut dire que si DG dV est égal à 0, ça veut dire que mon GUV, il est égal à phi de U. Qu'est-ce que c'est phi? Eh bien phi, c'est une fonction quelconque. On sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est une fonction quelconque. Et donc, dans la fonction quelconque, je mets phi de U. Mais pourquoi pas de V? Parce que j'ai dit que DG en fonction de la variable dv, c'est égal à 0. Donc je ne peux pas avoir v. Parce que en fait, v est nul. Et donc du coup, je mets une fonction aléatoire que je crée. Je peux l'appeler h, je peux l'appeler i, je peux l'appeler ce que je veux. C'est une fonction en fonction de la variable u. Seulement. Et donc, ça, je connais u. Désormais, enfin, je veux dire, je connais complètement u. Puisque je sais que u, c'est égal à ax plus by. Et que... Incroyable. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B. Donc, je peux dire que phi de U, c'est égal à, hop là, phi de 3x plus Y. Et pourquoi là je mets 3x plus Y? Alors de 1, parce que je connais U, mais c'est aussi ensuite pour me ramener à f de xy. Comme ça, j'ai ma fonction f de xy. J'ai trouvé G de UV, j'ai trouvé f de xy, avec bien sûr, effectivement j'ai oublié de le préciser, une fonction quelconque, ok, mais phi est de classe C1 sur R. Et donc là, j'ai officiellement terminé mon exercice. Et bien, pour ma part, j'ai donc terminé ce que je voulais vous présenter. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour vos révisions.